Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo. Toujours pas de cessez-le-feu malgré la rencontre de Doha. Ce mardi, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar sous l'égide de l'émir du Qatar pour discuter justement de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État se sont engagés à poursuivre les efforts pour trouver la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et justement, Paul Kagame est accusé de soutenir le M23. Dans le premier sujet, on parlait de Joseph Kabila, accusé de soutenir le M23. Mais généralement, c'est le Rwanda qui est classé comme le soutien principal du M23. Son président a rencontré le président congolais. On s'attendait à ce que la situation commence par se décanter sur le terrain. Mais 2 jours après, les rebelles du M23 continuent de progresser sur le terrain en conquérant de nouvelles villes dans le sud Kivu. Pourquoi le cessez-le-feu peine-t-il à se mettre en œuvre malgré la volonté affichée, en tout cas selon le communiqué final sanctionnant cette rencontre, des deux chefs d'État à parvenir à une solution? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. On s'attendait à un cessez-le-feu, comme je le disais, mais la situation ne cesse de s'aggraver sur le terrain. Le M23 progresse malgré l'engagement pris par Paul Kagame et Félix Tshisekedi d'œuvrer pour trouver la paix dans l'est de la RDC. Non mais Guillaume, c'est ça c'est le paradoxe. Paradoxe sur plusieurs points. D'abord, les deux chefs d'État devraient se rencontrer en Ouganda, en Angola, voilà. à Luanda. Ça n'a pas pu tenir. Au Kenya également, je ne dirais pas que c'était un échec, mais ça n'a pas pu tenir également. Mais l'Arabie Saoudite les a... Le Qatar. Le Qatar plutôt les a appelés. Et ils se sont rencontrés. Et c'est là qu'ils ont eu quand même à discuter. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir accepté maintenant de se rencontrer au Qatar? Allez-y comprendre. Eh bien, selon le monde... vous, pourquoi c'est le Qatar qui a réussi à les rassembler? On parle de rapport de force. Et rapport de force, ici, ce n'est pas un armement. C'est en termes de... Voilà. Donc, aujourd'hui, pratiquement beaucoup de pays africains sont tenus par leurs finances à des niveaux donnés. Et... malheureusement, c'est ça le cas. Et donc, si cela pouvait apporter quelque chose, pourquoi pas, c'est bien. Mais ce qu'on retient, c'est que les deux chefs d'État n'ont pas réussi à se faire entendre sur une portion de territoire africain et à échanger attaque africaine. Mais c'est plutôt au Qatar qu'ils ont réussi quand même à parler. Et pendant qu'ils sont en train de se parler, malheureusement, je l'avais dit sur ce plateau, qu'aujourd'hui, les discussions ne peuvent plus aller dans le sens de ce que j'appellerais par dilatoire ou alors des discussions sans fondement. Parce que déjà sur le terrain, il y a le rapport de force est arrivé à un niveau où on ne peut plus parler que de parler, mais parler et agir à la fois. Parler et réagir à la fois. Malheureusement, la parole était donnée au chef d'État au Qatar, mais sur le terrain, l'avancée continue au niveau du M23. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une ville nouvellement encore qui est tombée aux mains du M23. Malgré que la discussion s'est bien tenue avec les chefs d'État. Alors là, on se pose la question, qui est toujours aux manettes? C'est toujours Paul Kagame qui est aux manettes. Alors si c'était Paul Kagame qui est aux manettes, est-ce que jusque-là, Paul Kagame n'a pas donné des instructions fermes sur le terrain à ce qu'il y ait de la démobilisation autour de l'appui qu'on porte au M23? La question se pose. Alors de l'autre côté, est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas pris des mesures nécessaires pour contre-attaquer l'offensive du Rwanda, l'offensive du M23? Est-ce qu'a dit que après la discussion de Qatar, il n'y a plus d'efforts qui se mènent au niveau de la République démocratique du Congo? Moi, ça me laisse un peu perplexe dire qu'on recherche la paix et un autre camp continue d'agresser et de conquérir l'espace. C'est là ce qui me fait comprendre qu'on risque de finir par parler des terrains qui n'appartiennent ni au Rwanda ni à la République démocratique du Congo. Je parlais tantôt d'un esprit de balkanisation qui est en cours. Je ne sais pas si on me donnera raison avec ces réalités que nous sommes en train de vivre. Comment on peut comprendre que deux chefs d'État se rencontrent pour trouver des solutions à une situation, mais que sur le terrain, qu'on ne sente même pas le poids
de cette rencontre. Là, il y a un problème. Est-ce que cela ne remet pas en cause le soutien tant attribué au Rwanda pour le M23? Est-ce que ça ne veut pas dire que le Rwanda aussi n'arrive pas à contrôler le M23? Posons-nous réellement des réelles questions. Est-ce que c'est le Rwanda qui accompagne réellement le M23? Oui, le Rwanda apporte plutôt son soutien logistique au Rwanda, comment dirais-je, au M23. Maintenant, qu'est-ce qui permet au Rwanda d'apporter ce soutien logistique au M23? C'est là qu'il faut comprendre que le problème est à une échelle un peu plus importante que ce que nous sommes en train de voir. Comme Joseph Kabila, c'est complexe. Bon, c'est profond. C'est profond. Même les acteurs sont diversifiés. Que ce soit sur le sol africain ou ailleurs, il y a de différents acteurs qui jouent sur ce terrain. Alors, vous comprenez que le Rwanda n'est pas le seul acteur pionnier dans cette crise de la République démocratique du Congo, mais il y a déjà les moyens qui sont mis à disposition du M23, que même sans leur appui traditionnel, ils peuvent continuer le travail. Et donc, quand on met suffisamment de ressources à la disposition des gens qui sont sur le terrain, on n'attend pas forcément la parole du maître pour continuer. On continue le travail. Le travail se poursuit sur le terrain. Maintenant, jusqu'à quel objectif? Attendez de voir. Si les zones déjà occupées, on aura un repli de ces éléments-là pour encore reconfier les territoires à la République démocratique du Congo. Si l'idée de la balkanisation est déjà décidée, ne soyez pas surpris. On arrivera forcément à cet objectif, malheureusement. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou. Firmeteko Agbo, Walikale, à 125 km au nord de Goma, dans le nord Kivu. C'est la nouvelle ville conquise par les rebelles du M23 ce mercredi, selon les sources locales. Ceci intervient 24 heures après l'appel lancé par les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, appel lancé à Doha lors de leur rencontre pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Pourquoi ce cessez-le-feu a-t-il du mal à passer sur le terrain alors qu'on disait que Paul Kagame était celui qui était derrière le M23? Normalement, quand il parle, le M23 devrait l'écouter. Non, moi je voudrais aborder ce sujet sur deux fronts, la forme et le fond. La forme, vous verrez par exemple qu'en réalité on devrait tenir la réunion en Angola, mais du jour au lendemain on apprend... Et c'est le même jour d'ailleurs qu'on apprend qu'ils se sont rencontrés à Doha. Oui, pourquoi ils n'ont pas communiqué là-dessus? Alors à ce niveau, il faut chercher à savoir qui manipule, qui contrôle en réalité. Mais il faut savoir que c'est... Pourquoi c'est à Doha? Regardez par exemple les investissements qatari en RDC et au Rwanda, mais c'est plus important à Kigali qu'à Kinshasa. Par exemple, les Qataris sont en train de financer la construction d'un hub aéroportuaire qui doit s'élever à plus d'1 milliard de dollars. Les investissements qataris à Kigali, les investissements qataris au Rwanda sont beaucoup plus importants que les investissements qu'on note au niveau de Kinshasa. Pourquoi? Donc il faut savoir qu'en réalité c'est Kagame qui manipule au fait. C'est Kagame qui aurait dit les Qataris sont beaucoup plus proches de lui, ils investissent massivement dans le pays, il se dit bon ceux-là je peux les tenir et quand on les tient comme ça donc je peux passer par eux pour manipuler encore Tshisekedi. Donc en réalité il me semble que c'est Tshisekedi qui ne comprend absolument pas le jeu, qui ne comprend pas ce qui se passe en réalité. Pour vous c'est pas sincère ce qui est dit à Doha? Non, on le manipule, on sait que je vous l'ai dit tout à l'heure, Tshisekedi bon on le manipule, il ne comprend pratiquement rien. Kigali est en train de le manipuler. Vous voulez qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, mais vous allez voir ça où? Vous allez voir ça où? Avec en Kagame, disant justement aux rebelles de ne plus tirer sur le terrain. Non, écoutez, il faut oublier ça pour le moment, il faut s'attendre à un certain nombre de mois. Tout d'abord même, ce sera même la deuxième chose, le fond dont je voulais parler. Il parle d'une feuille de route. Il dit les discussions doivent porter sur une feuille de route. Et la feuille de route. Cessez-le-feu est censé encourager les discussions à Doha pour parvenir à une feuille de route. On dit un cessez-le-feu permanent dans les 4 prochains mois. Donc, ça veut dire ça, c'est la feuille de route de l'EAC, Sadek. Oui. Et puis, ils veulent encore maintenir ça. C'est-à-dire s'il faut avoir un cessez-le-feu dans l'immédiat, il ne faut pas rêver du tout. Parce qu'en réalité, Kagame n'a pas encore fini avec le même 23 dans l'est de la RDC. Kagame, lui, manipule le jeu. C'est ce qui se passe.
passe. C'est ce qu'ils disent, qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc moi, pour moi, à mon sens, on est en train de le manipuler. C'est pour ça que Kagame aurait tout fait pour que Doha s'implique dans la situation. Et quand Doha va, Tshisekedi va voir que Doha s'implique et que Doha a un peu d'argent sur son territoire, Kinshasa, il va s'y plier et puis il va croire à la bonne foi. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les négociations qu'il y a eu avec Sarkozy, avec Poutine. Vous savez comment traiter Poutine? Poutine, vous allez au G8, G20 par rapport à la Tchétchénie, par rapport à la Géorgie. Poutine dit ok, oui, je suis d'accord. Il y aura un cessez-le-feu. Je ne vais plus faire la guerre ici au niveau de la Crimée, au niveau de Tchétchénie, au niveau de la Géorgie. Mais du jour au lendemain, vous voyez que la même chose se maintient sur le terrain. Mais Kagame, c'est comme c'est un Poutine dans cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire il manipule, il sait facilement manipuler, puis il sait facilement mentir, je dis mentir, je peux dire, il ment comme Poutine, il fait semblant de vous écouter et de vous accorder dans les jours à venir ce que vous voulez. Et maintenant, sur le terrain, vous n'allez pas constater tout ce qu'il a eu à débiter devant vous. C'est la même chose qui est en train de se passer avec Tshisekedi. Il faut connaître votre interlocuteur. Tshisekedi ne connaît pas son interlocuteur. C'est ce que je vous disais. Vous croyez que je disais du mal de lui? Pendant son enfance, il n'était pas dans la politique, il n'était pas dans le militaire. Il peut venir à la politique en 2 ans et puis être efficace aussi. Hein. Non, à la politique, c'est une question d'expérience. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as côtoyé. C'est forcément ça. Oui, c'est ça la politique, c'est une question d'expérience. La politique, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas pour les enfants. Ne vous voyez pas que, par exemple, tu sais que il est toujours dans l'émotion, il appelle tout le temps au secours, il va chez les Occidentaux, il dit sauvez-moi. C'est comme on dit chez nous, Mihonamlo. C'est la même chose qu'il fait. Et maintenant, personne ne va renaître. Personne ne va l'aider. C'est lui, il croit que quand lui, il va venir se plaindre devant les gens par rapport à l'aide de la RDC, que les gens vont sauter tout de suite. Alors que la RDC, on sait que c'est pour les Occidentaux, et je le dis, dans l'Est de la RDC, c'est pour les Kagame, c'est pour les Rwandais et c'est pour les Occidentaux. Ce n'est pas pour Tshisekedi. Alors pour vous, il n'y aura pas de cessez-le-feu sur le terrain. Ce qui est dit à Doha reste à Doha et n'aura aucun effet. Non, pour moi, pour le moment, non. Pour le moment, il faut oublier ça. Est-ce que ça n'empêche pas justement la suite des discussions? Non, parce que dans les discussions, on se montre quelquefois sincère. Mais sur le terrain, Kagame va dire que c'est pas moi qui contrôle le M23. C'est ce qu'il va dire. C'est pas moi qui contrôle. Okay. Pourquoi vous voulez qu'il y ait cessez-le-feu immédiat? Mais il faut que j'aille parler. Puisque je ne les connais pas, il faut que j'aille leur parler. Puis je ne les maîtrise pas. C'est ce qu'il va dire. Et Tshisekedi va dire, ok, finalement tu as raison. Et maintenant on va tout faire pour que le M23 cesse d'avancer. Alors que c'est le contraire sur le terrain. Tout le monde sait que Kagame, il est soutenu par les Occidentaux et il est en train de faire un travail excellent pour les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il faut déstabiliser l'Est de la RDC, permettre à ces militaires d'occuper assez d'espace et d'exploiter au maximum les richesses. Mais je vous l'ai dit ici une fois, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par rapport au futur mandat de Kagame, il y aurait des militaires dans son entourage qui seraient plus trop d'accord avec lui par rapport au fait qu'il y ait à la volonté de briguer un quelconque autre mandat. Soit Kagame se dit, soit je me positionne, soit les militaires ne sont pas d'accord avec moi, ou soit je positionne un de mes gars ou un de mes enfants. Les militaires ne sont toujours pas encore d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une partie de ces militaires dans cette partie-là pour leur permettre de se réaliser un peu, pour leur permettre de voler un peu, de piller un peu le pays. Et quand ils vont piller, ils vont avoir un peu d'argent, ils vont oublier un peu son fauteuil présidentiel. C'est ça en fait qui se passe. Kagame sait très bien ce qui est en train de se passer au niveau de la RDC, mais c'est ce qui dit qu'il ne maîtrise pratiquement rien. Pour vous, cette guerre n'est pas près de finir et le cessez-le-feu non plus. Non, du tout. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo. Alors, Horus Donkovi, les 2 chefs d'État, Kagame et Tshisekedi, avaient appelé justement ce mardi, au moment où on attendait leurs représentants à Luanda, en Angola, pour discuter de la feuille de route et trouver un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu. Ils se sont rencontrés à Doha, au Qatar, et ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et ont émis le vœu de poursuivre les discussions pour trouver une solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sauf que sur le terrain, ce mercredi, les rebelles ont encore avancé en prenant une nouvelle ville dans le nord Kivu, ce qui marque une avancée majeure parce que ça se situe à 125 km au nord de Goma. Alors, comment moi je vois la chose? Je vois que, disons, je pense qu'il y a le langage et la stratégie. À la base, M. Tshisekedi était dans une alliance de l'opposition congolaise. Il va trahir ses alliés, en l'occurrence M. Fayoulou. Il va s'allier avec Joseph Kabila. Et
le souci qu'il y a avec... Bon, il a été déclaré vainqueur. Il a été déclaré vainqueur, mais il a été déclaré vainqueur parce qu'il a eu le soutien De Kabila. du soutien du camp de Kabila. La subtilité qu'il y a à ce niveau-là, par rapport à la première question qui avait d'ailleurs été posée, c'est que Kagame, Kabila, père et fils, Museveni, ce sont des hommes de maquis. Ce sont des militaires. Ce sont des rebelles, ce sont des militaires. Et donc, ils ont, à mon sens, un langage qui leur appartient. Ils ont des liens, ils ont des affinités, ils ont des procédés, ils ont des paradigmes, ils ont un certain nombre de rites. Ils ont des codes. Ils ont des codes. Et je pense que le souci, là où M. Tshisekedi s'est senti trahi, c'est que lorsque, dans le développement de la politique congolaise, c'est-à-dire lorsqu'il accède au pouvoir, et qu'il évince, il s'évince, c'est-à-dire il conteste la tutelle que veut lui imposer le parti de Joseph Kabila, en fait, il se met le parti de Kabila à dos. Donc, pour moi, ce n'est pas que, pour revenir à la question première, que Kabila, passe par le M23 pour le déstabiliser, c'est que Kabila ne lui file pas les codes. Kabila ne lui donne pas les codes qui lui permettent d'avoir la stature, la présence, de savoir comment négocier avec les interlocuteurs que sont l'Ouganda et le Rwanda. D'où le fait que lorsqu'on voit les postures de chefs d'État, c'est pour ça que je parle de langage, on remarque que M. Kagame n'a pas une très grande estime de M. Tshisekedi. Il n'a pas une très grande estime. Pourquoi? On le voit dans ses discours, dans les interviews. Il y a une interview, par exemple, où, devant un média international, il va revenir sur le passif de M. Tshisekedi, qui a été chauffeur de taxi, ainsi de suite, et tout ça. Le problème, c'est ce que disait tout à l'heure, oui, mais M. Kagame lui-même a été dans le maquis. C'est pas quelque chose... Très reluisant aussi. C'est pas très reluisant comme quelque chose comme CV. Et M. Tshisekedi, lors de la crise du Kivu, va faire quelque chose de très subtil. Il décide, bien que cela lui soit proposé, bien que cela lui soit imposé, de ne pas rencontrer le chef du M23. Et cela se comprend, c'est une raison tout à fait simple. Si il accepte de s'asseoir à la même table que le chef des rebelles, il adoube le chef des rebelles. Il dissocie factuellement le chef du rebelle du soutien qu'il a, qui est celui du Rwanda. Donc dès le début, il refuse de s'asseoir avec le chef des rebelles et il pointe du doigt Paul Kagame. Ce qui va porter ses fruits, parce que de fil en aiguille, au niveau de la communauté internationale, on va commencer à pointer du doigt Paul Kagame. C'était stratège de sa part. Et donc, lorsqu'il va avoir les négociations de Doha, on va appeler M. Kagame et M. Tshisekedi, mais on n'appelle pas le chef des rebelles, ce qui est paradoxal. Normalement, on aurait dû appeler le chef des rebelles. Corneille Nangaa, par exemple, on aurait dû appeler, par exemple, ce que ne veut pas justement Tshisekedi. Ce que ne veut pas Tshisekedi, parce que si on fait venir le chef des rebelles, c'est adouber le chef des rebelles, ce qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Et c'est, d'une certaine manière, dissocier la responsabilité de Paul Kagame vis-à-vis des chefs des rebelles. Donc, oui, justement, cette responsabilité n'a pas été dissociée. Donc, à mon sens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller à Doha, ils vont, traiter du cessez-le-feu, sauf que le chef du rebelle, lui, il veut être adoubé. Il veut être reconnu. Il veut être reconnu. On a présenté Paul Kagame, aux Russes, on a présenté Paul Kagame comme étant celui qui contrôle cette rébellion. On a présenté Paul Kagame. Normalement, il devait donner des ordres maintenant au chef rebelle. Mais justement, Paul Kagame, jusqu'à présent, conteste le fait qu'il soit le soutien principal de cette rébellion. Bien sûr. Et le chef de la rébellion... Est-ce que les faits actuels lui donnent raison? Et le chef de la rébellion, lui, veut être adoubé. Il veut être à la table des négociations. Ce que Tshisekedi ne veut pas. Parce que avoir cet homme à la table des négociations, c'est d'une certaine manière... le légitimer. Alors, non pas seulement le légitimer, mais d'une certaine manière entamer la partition du Congo. Parce que ce qu'on va lui dire, et ça a commencé, on va lui dire, les chefs du M23 sont congolais. C'est ça le discours. On a dit, les chefs du M23 vont congolais. Et donc, les revendications vont porter sur l'état d'une partie du Congo.
en prenant soin c'est-à-dire de déresponsabiliser d'une certaine manière Paul Kagame. Et donc, je pense qu'il y a un jeu très stratégique à ce niveau-là. Si Paul Kagame prend l'engagement et donne et lance cet appel pour le cessez-le-feu, comme il a fait à Doha, il fait un appel au cessez-le-feu mardi et mercredi, les rebelles avancent sur le terrain, conquièrent une nouvelle ville. Est-ce que ça remet en cause les accusations qu'on avait portées contre Paul Kagame? Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas en fait, comme il est dit, lié au M23? Ou est-ce plutôt parce que le M23 veut montrer que malgré que vous ayez discuté avec Paul Kagame, tant que nous ne sommes pas à la table de négociation, nous n'allons pas obtempérer? Je pense qu'il y a les deux cas, parce qu'il faut se souvenir que le M23 a déjà connu ce processus. S'il ne l'avait pas déjà connu, on pourrait, mais le M23 a déjà connu ce processus, a risqué d'être démantelé, on a envoyé les hommes dans les camps. D'ailleurs, été démantelé. Et ainsi de suite. Donc, pourquoi recommencerait-il deux fois la même chose? Là, c'est un groupe qui a un territoire, qui a commencé à établir un semblant d'administration, qui a des soutiens, en l'occurrence celui du Rwanda et d'autres peut-être personnes occultes donc qu'on ne connaît pas. Et tout ce qui reste en réalité à ce groupe, c'est de pouvoir avoir une assise internationale et de pouvoir s'asseoir à la table des négociations. Et ça, c'est un jeu que M. Tshisekedi fait tout pour éviter, parce que c'est ce jeu-là qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre, qui a plongé l'Angola dans la guerre, et ainsi de suite. Il a suffi tout simplement qu'on permette aux rebelles de s'asseoir à la tête de la négociation, de mettre un nom sur les visages et de dire « Ok, d'accord, vous savez, vous avez telle portion du territoire. » On a même fallu jouer le coup au Mali quand on a commencé avec ces histoires d'Azawad. Dès lors qu'on a quitté le discours de « c'est la rébellion », et qu'on a commencé avec « non, l'Azawad, c'est un territoire avec l'épanouissement, et ainsi de suite », on est rentré dans quelle négociation? On est rentré dans négociation d'État fédéral, négociation de partition du Mali, et ainsi de suite. C'est le même processus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à observer, à fouiller de ce côté-là. Quelque chose à ajouter, Dieu donné, c'est nous. Pourquoi peine-t-on à mettre en œuvre le cessez-le-feu et appeler à part les deux chefs d'État? Non, mais écoutez, c'est du roublage, hein, tu sais. Il faut aujourd'hui que la guerre continue. Il faut la conquête qui continue sur le terrain pour donner raison à Paul Kagame, selon lequel il n'est pas lié directement au soutien dont on lui reproche la responsabilité. Et donc, si les rebelles l'avaient écouté, ça veut dire qu'il est effectivement leur chef. Voilà, qu'il est effectivement leur chef. Alors, c'est pour dire à l'opinion internationale aujourd'hui, mais vous voyez, moi, j'ai donné ma parole. J'ai appelé au mais ils n'ont pas respecté. Mais ils n'ont pas respecté. Ça veut dire que c'est pas moi qui suis aux commandes, c'est pas moi qui donne l'ordre, c'est pas moi qui appuie, même si. Alors, c'est une façon, c'est organisé en fait. Est-ce que donc, dans cette logique, il peut dire, bon, prochainement, comme ils ne m'ont pas écouté, il faut les appeler, discuter avec eux? Bien sûr. Non, mais c'est des stratégies de toutes les façons. C'est des stratégies. Je vous dis, Paul Kagame est dans une stratégie qui véritablement finira par mettre Tshisekedi devant un fait accompli, malheureusement. Aujourd'hui, la partition de la RDC. La partition de la RDC. Et donc, Paul Kagame n'est pas le seul acteur. Il y a plus d'acteurs que nous ne voyons. Aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Chaque fois, quand les médias internationaux parlent du M23 avec leur appui directement, on parle de Kigali. Alors, on ne peut pas citer les véritables appuis du M23. Et pourtant, il y a des appuis du M23, des Ménois qui ne disent pas leur nom aujourd'hui. C'est pour faire comprendre à l'opinion aujourd'hui. Écoutez, vous m'appelez et pourtant, les gens ne m'obéissent pas. Les gens ne sont pas à ma commande. Cela voudrait dire que la crise n'émane pas de moi. Cela rejoint d'une manière ou d'une autre ce que déclarait tantôt Joseph Kabila. Pour dire le problème est ailleurs. Et il recentre le problème sur Tshisekedi. Comment est-ce que Tshisekedi est le problème? Ça voudrait dire qu'il y a lieu quand même de chercher les véritables acteurs. Les acteurs ne sont ni peut-être Kabila, ni Paul Kagame. Et pourtant, ils sont des acteurs impliqués. Malheureusement, il faut la stratégie pour dire, aujourd'hui, nous donnons le feu vert au cessez-le-feu. Et pourtant, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain. Cela veut dire chercher la cause de votre problème ailleurs. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.